Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 34. Pourquoi ceux qui aident les autres sont en train de s'épuiser ? Dans cet épisode, je vous parle d'un article de Jean-Bernard Paturet, philosophe et maître de conférences en sciences de l'éducation, paru en 2023 dans la revue Vie sociale et traitement. Pourquoi j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui ? Eh bien parce que c'est un article riche, intelligent, que je vous recommande vivement de lire. Cet article réfléchit à la crise de sens dans les métiers de l'humain. Mais surtout, il met des mots très justes sur quelque chose que j'observe de plus en plus. Un décalage grandissant entre d'un côté des professionnels du soin à bout de souffle, épuisés, empêchés, et de l'autre, une sorte de vague de reconversion vers les métiers du soin, du thérapeutique avec beaucoup de guillemets. Des personnes, souvent issues du monde de l'entreprise ou du management, qui, en quête de sens, se tournent vers des métiers de l'accompagnement, avec parfois une vision, il faut le dire, un peu idéalisée, voire instagrammable de l'accompagnement. Celle d'une relation pure, belle, apaisante, sereine, mais largement extirpée de son contexte réel. Souvent, il s'agit de personnes elles-mêmes mises à mal dans leur métier en recherche de liens plus authentiques et moins commerciaux avec les autres humains qu'elles rencontrent au quotidien. Tout cela, me semble-t-il, raconte en creux la crise profonde que traverse notre société. Crise du lien, crise du sens, crise du collectif. Et dans ce contexte, les métiers de l'humain qui devraient être au cœur de la vie en société se retrouvent paradoxalement vidés de leur substance. Alors je vous propose un retour de lecture nourri de mes propres observations, de cet article qui, loin d'être pessimiste, ouvre des pistes pour penser autrement le soin, la vulnérabilité et peut-être la possibilité d'un autre rapport à l'autre. Le travail de l'émancipation à l'aliénation. Travailler, c'était censé être une promesse, une manière d'exister, de se construire, d'avoir une place dans la société. Pour certains, c'était même une forme d'émancipation. On se réalisait à travers son métier. On y trouvait du sens, une utilité, une reconnaissance. Mais ça, c'était peut-être avant que la logique néolibérale ne vienne tout absorber, tout rentabiliser. Aujourd'hui, le travail n'est plus un projet, c'est une pression. Ce n'est plus un moteur, c'est une contrainte. Il faut produire, être efficace, répondre aux objectifs, être rentable. Et si tu n'es plus assez performant, on te remplace, car tu es interchangeable. Les métiers du soin, de l'enseignement, du social, qui devraient être les piliers de notre société, sont en train de s'effondrer littéralement sous cette logique. On leur demande de faire plus avec moins, d'être rentables, alors que par essence, ils ne le sont pas. Soigner quelqu'un, l'écouter, l'accompagner, ça ne se chiffre pas en productivité, ça ne se monétise pas comme un produit. Et pourtant, on voudrait que ça le soit. Cette pression, elle se matérialise comment concrètement ? Dans les hôpitaux ou les structures médico-sociales, ça se matérialise par des quotas de patients à traiter, par des délais, souvent impossibles à tenir, par une administration obsédée par les chiffres, par des managers qui sont super forts pour faire des tableaux Excel mais qui ne comprennent rien à ce qu'est vraiment le soin. Dans l'enseignement, c'est pareil. Des classes toujours plus chargées, manque criant de moyens, aides humaines qui interviennent sur quelques heures, là où il faudrait remettre en place des dispositifs complets tels que les RASAID, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, par exemple. Non, la logique actuelle, c'est l'inclusion coûte que coûte, même si nous n'avons pas les moyens de faire que cette inclusion se passe correctement pour les élèves. Et dans le social ? Détricotage des institutions de la protection de l'enfance, pénurie de familles d'accueil et de travailleurs sociaux, impossibilité à mettre en œuvre les mesures éducatives judiciaires, donc je vous laisse imaginer celles qui ne sont pas imposées par les juges. Je pourrais vous donner comme ça des myriades d'exemples. Partout, c'est le même mot d'ordre, optimiser. Alors,
On optimise tous dans nos secteurs nos 3 petits bouts de ficelle, mais à un moment, ça n'est plus possible. Et quand on veut optimiser le rapport humain, ce sont au final les humains qu'on broie. Dans une société happée par la matérialité et la fabrique infinie d'objets dont on espère qu'ils apaiseront le désir, ces métiers du soin sont aujourd'hui dévalorisés. Pas parce qu'ils seraient inutiles, non, mais parce que la société, prise dans une logique marchande, ne leur accorde plus la place qu'ils méritent. Et l'État lui-même contribue à cette érosion en recrutant du personnel de moins en moins qualifié. En rognant sur les moyens, en instaurant une gestion comptable de tout pour tous, on dénie tout simplement le lien humain. Pressurisés, instrumentalisés, réduits à une question de coût, ces métiers s'exercent de plus en plus sous tension, vidés de la reconnaissance qui les soutenait autrefois. Et ceux qui les exercent, ceux qui y croyaient, finissent parfois par se déprimer ou par partir. Non pas parce qu'ils renient leurs valeurs, au contraire, mais parce qu'à force d'être sollicités sans contrepartie, c'est-à-dire sans écoute, sans respect, sans considération, sans moyens pour soigner et accueillir la souffrance, il ne leur reste plus rien à quoi se raccrocher. Le don de soi ne suffit pas quand la réciprocité disparaît. Alors la question se pose, dans une société qui ne valorise que ce qui est rentable, comment préserver ce qui fait notre humanité ? Une société qui rejette la vulnérabilité. Alors difficile de soutenir les plus fragiles d'entre nous dans une société qui refuse cette même fragilité. On peut nous faire croire que tout doit être mesuré, optimisé, contrôlé et in fine rentabilisé bien sûr. Il faut être fort, performant, être heureux et de préférence tout de suite parce qu'on n'a quand même pas toute la vie devant soi. Dans l'ère du vide, Gilles Lipovetsky décrivait déjà cette fuite en avant. Une société obsédée par le bien-être instantané, le divertissement permanent, où l'individu coupé de toute transcendance se replie peu à peu sur lui-même. S'ennuyer, rêvasser, imaginer d'autres possibles, est-ce que ce sont vraiment des temps inutiles ? Et dans cette société, que faire de la souffrance, de la perte, ou juste de l'incertitude ? Alors peut-être qu'on essaye de ne plus souffrir à proprement parler, non ? Plutôt que de souffrir, on fuit ou on s'anesthésie. On ne s'indigne plus, on scrolle. L'existence peu à peu se vide de tout lien et on fait comme si le manque n'existait plus. Finalement, faire avec l'autre, faire avec un autre, c'est devenu trop. Trop d'efforts, trop d'imprévisibilité. Donc on l'apprécie, mais à bonne distance. Et le prix à payer pour tout cela est cher. Très cher. C'est celui du vide et de la perte de sens. L'accompagnement, autrefois pensé comme un lien de soins et d'attention, est devenu un flux à optimiser. On ne pense plus la personne dans sa globalité, dans sa complexité, ni dans son système. Car oui, un être humain, ça ne vit pas tout seul. Ça fait partie de tout un écosystème. Alors, on saucissonne les gens. C'est un peu comme si on les réduisait à leurs organes dans la médecine conventionnelle ou à leur handicap dans le médico-social. Il faut soigner vite, avec des protocoles de plus en plus standardisés. Il faut en vérité réparer et non soigner. La souffrance psychique, autrefois perçue comme un signal, un appel à revisiter son histoire, tend aujourd'hui à être réduite à un simple dysfonctionnement physique ou biologique, à corriger par une ordonnance ou à compenser par une prothèse externe, comme si le mal-être n'était qu'un bug à réparer. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut traiter les pathologies, bien sûr qu'il faut des médicaments. Mais tout ne peut pas se résumer à de la réparation au sens mécanique du terme. À un moment, c'est quand même un humain que nous accueillons, dans toute sa complexité. Et la vulnérabilité dans tout ça, elle est au cœur de l'humain. Elle est ce qui nous relie, ce qui nous rend capables d'empathie, de solidarité, de véritables rencontres. La nier, c'est se condamner à errer dans un monde où tout n'est que surface, où l'on n'existe plus que comme un identifiant parmi d'autres. Un monde qui croit fuir la souffrance, alors qu'en réalité, il s'enfonce dans une anesthésie collective. Tout ça, les soignants le savent bien, car leur mission est tournée vers l'autre. Aujourd'hui, les professionnels du soin et de l'accompagnement sont pris dans un étau bureaucratique qui les pousse à expédier l'humain pour répondre à des contraintes de temps et de rentabilité. Ils se heurtent à cette réalité où l'empathie devient un luxe.
Le patient n'est plus un être en souffrance, il est un dossier, un chiffre ou un lit à libérer au plus vite. Cette instrumentalisation de la relation entraîne une perte de repères et un conflit de valeurs chez les professionnels. Cela déshumanise non seulement les soignés, mais aussi les soignants eux-mêmes, qui finissent par perdre le sens de leur mission, épuisés par une logique qui va à l'encontre de ce pourquoi ils ont choisi ce métier. C'est ce que l'article met en exergue. Déjà sous-valorisés, les métiers du soin deviennent de moins en moins attractifs. Qui voudrait encore s'investir dans une profession où l'on vous empêche de bien faire votre travail, où le temps d'écoute est réduit à peau de chagrin, où l'on est perçu comme un simple rouage interchangeable? On assiste à des vocations brisées d'un côté et à un métier idéalisé de l'autre. Une idéalisation symptomatique et révélatrice. Il m'est arrivé plusieurs fois de croiser des personnes issues du monde de l'entreprise, du management ou de grandes écoles de commerce qui exprimaient le désir de changer de voie. Un peu gênés, ils me racontaient leur quotidien désincarné, rythmé par des réunions PowerPoint, des tableaux Excel et des logiques de productivité où la vente à tout prix était souvent le nerf de la guerre. Et puis les yeux brillants, ils lâchaient « Ce que je veux maintenant, c'est aider les gens ». Souvent, ce sont les métiers du coaching ou du développement personnel qui leur semblent accessibles, voire attractifs. D'autres pensent aux métiers de l'enseignement ou du soin comme infirmier ou psychologue. Ce qui les attire ? Le lien, l'utilité, l'idée de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est intéressant de voir comment dans leur imaginaire, aider les gens devient l'antidote à la vacuité du monde du travail néolibéral. Comme si ces métiers incarnaient encore un territoire où le sens survit. Et cela dit quelque chose de fort. Le besoin de sens traverse tous les milieux. Ce qui est étonnant, c'est que cette quête de sens se cristallise sur les métiers de l'accompagnement et du soin, alors même que ceux-ci sont parmi les plus contraints, les plus fragilisés et les plus empêchés de bien faire à l'heure actuelle. On rêve d'aider, de transmettre, dans des métiers où ceux qui les exercent sont parfois épuisés par les tensions entre leur éthique et les réalités institutionnelles. Il y a là un paradoxe mais aussi une vérité. Ces métiers continuent malgré tout de porter l'image d'un travail profondément humain. Mais cette projection est aussi révélatrice d'un autre phénomène, l'érosion du collectif comme espace d'engagement. Une certaine disparition de la politique, la vraie, au niveau local. Peu nombreux sont ceux qui pensent spontanément à l'action associative, à la mobilisation citoyenne, comme si l'élan d'aider ne pouvait trouver de légitimité qu'à travers une activité professionnelle cadrée, reconnue et rémunérée. Et cela interroge. Notre société valorise-t-elle encore les formes d'engagement désintéressées et non instrumentalisées ? Est-ce qu'on laisse encore de la place à une action qui ne soit pas tout de suite efficace, optimisée ou rentable ? Derrière ce désir de reconversion, on peut lire autre chose qu'une simple quête individuelle. Une tentative de retrouver un ancrage, une forme d'agir qui reconnecte à l'humain et au réel. Si le soin cristallise autant d'aspirations, c'est peut-être parce qu'il reste un des derniers espaces visibles où la relation à l'autre a encore malgré tout une valeur en soi. Réhabiliter les métiers du soin, c'est donc plus que répondre à une crise sectorielle. C'est rouvrir un espace pour penser le commun, le lien, le politique. Pas celui des plateaux télé, mais celui du quotidien, au sens de ce qui nous relie, de ce qui fait société. Et cette réinvention, il est urgent de l'imaginer. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de l'imaginer hors des cadres habituels, dans les interstices, dans les marges. Mais souvenez-vous que c'est pendant et après la Seconde Guerre mondiale que sont nés de grands changements pour la psychiatrie et le soin. On ne peut pas particulièrement dire que c'était une époque où il y avait plus de moyens que maintenant. Mais il y avait une volonté collective de reconstruire autrement. Et ils ont réussi à réinventer un modèle. C'est ainsi qu'une autre vision du malade psychiatrique est née. C'est aussi dans ce contexte qu'est née la psychiatrie de secteur, pensée pour offrir un soin accessible à tous, ancré géographiquement. On a commencé à parler de réinsertion par l'activité, avant même de parler de réinsertion par le travail. La psychothérapie institutionnelle s'est développée en posant une question fondamentale. Comment prendre soin des soignants pour qu'ils puissent eux-mêmes soutenir ceux qui souffrent ? Elle a reconnu très tôt que l'usure psychique, la fatigue émotionnelle, l'isolement ou le sentiment d'impuissance des professionnels ne sont pas des variables secondaires, mais des éléments centraux du soin.
Dans la psychothérapie institutionnelle, le soin ne se pense plus uniquement dans la tête du thérapeute ou dans le corps du patient, mais dans les relations, dans l'institution elle-même, dans le tissu vivant du collectif. Il ne s'agit plus simplement de prendre en charge, mais il s'agit de cohabiter, d'ouvrir des espaces où les rôles peuvent se déplacer, où les affects circulent, où chacun, soigné comme soignant, peut être entendu. L'institution devient alors un outil thérapeutique à part entière, un espace à penser ensemble, où l'on reconnaît que la souffrance ne se soigne pas dans la solitude, ni dans la verticalité, mais dans le lien, le dialogue et l'engagement partagé. Cette vision du soin était donc bien loin des logiques de rentabilité actuelles, profondément humaine et ancrée dans une réalité sociale. Alors peut-être est-il temps plus que jamais de tendre l'oreille à ces voix oubliées et de puiser dans ces héritages pour imaginer à nouveau un soin qui fasse sens, qui accompagne et qui soigne vraiment ceux qui en ont besoin. Tout cela démontre qu'il existe d'autres possibles. Et parfois, il faut d'abord créer son interstice à soi pour qu'un autre soin, un autre type d'accompagnement puisse s'y inventer. Conclusion. Alors oui, je ne peux que vous dire que les métiers du soin et de l'accompagnement sont des métiers riches et passionnants. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le soin en lui-même, mais l'état de la société qui l'entoure, qui l'enserre et qui parfois l'empêche. D'ailleurs, quand on discute avec les copines soignantes qui travaillent en institution ou en libéral, nous convenons toutes d'une chose. S'il n'y avait que la clinique, que les patients, sans les contraintes inutiles imposées de l'extérieur dont j'ai parlé dans cet épisode, eh bien je crois que nous serions toutes totalement épanouies. Car oui, ce sont des métiers de sens, mais à une condition, que la société tienne encore debout, qu'elle soutienne, qu'elle encourage et qu'elle protège des engagements collectifs, des actions politiques concrètes au sein de la cité. Sans cela, le soin se vide de son sens. Et avec ça, il ne peut peut-être pas tout, mais il peut beaucoup. Alors c'est peut-être là, dans cette capacité à faire lien, que réside notre plus grande force. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à mettre des étoiles ou des pouces sur vos applications préférées. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt.